Franchement, c'est flippant, non? Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes prêts à frissonner ce soir. Allez, on se met en condition, le casque, le volume à fond. Attendons qu'il soit bien tard, un soir de pleine lune. Ouais bon, non, peut-être pas, mais restez là, vous inquiétez pas, posez-vous tranquille et ça devrait le faire. Oh, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo si elle vous a plu, ça nous aide beaucoup. Et on est parti pour cette histoire vraie bien flippante, il faut le dire, celle d'Elisa Lam. Bon, déjà, il faut savoir que c'est une histoire qui est quand même assez connue. Elle a même inspiré des films et des séries comme la saison 5 de American Horror Story, par exemple. En fait, c'est surtout la vidéo qui est sortie de cette histoire qui a fait beaucoup réagir et qui, faut le dire, fait quand même vraiment flipper. Donc oui, cette histoire, elle a fait couler beaucoup d'encre, voire même beaucoup trop, parce qu'on est un petit peu perdu dans cette histoire, on sait plus trop vraiment ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, on va essayer de démêler le vrai du faux en reprenant tout depuis le début. Alors c'est parti pour l'histoire mystérieuse d'Elisa Lam. Elisa Lam, elle est née le 30 avril 1991. Elle est canadienne et ses parents sont des immigrants chinois qui ont un restaurant à Vancouver. Déjà, avant toute chose, il faut savoir que très jeune, la petite Elisa va être diagnostiquée bipolaire. La bipolarité, c'est un trouble qui est assez répandu, notamment en France, il y a quand même entre 650 000 et 1 650 000 personnes qui le seraient. Ce trouble, il va faire qu'en fait, elle va passer de l'hyperactivité à la dépression très vite, elle va changer de comportement très rapidement. Mais bon, vu qu'elle a été diagnostiquée assez jeune, elle va prendre un traitement qui va faire que ça va contrer normalement cette maladie. En tout cas, jusque-là, de tout ce qu'on sait, elle n'aurait jamais eu d'idée suicidaire. En janvier 2010, alors qu'elle aura donc 19 ans, elle va ouvrir un blog où elle va poster des photos de mode, mais elle va aussi partager ses ressentis et ses émotions. D'ailleurs, son blog se trouve toujours sur le net, il s'appelle Heather Field. Et bon, clairement, on le voit dans son blog, elle n'allait pas très bien. Si vous voulez en savoir plus sur sa personnalité, parce que oui, ça en dit beaucoup sur elle, vous pouvez aller voir sur internet, mais en tout cas, de ce que j'ai lu, elle a l'air vraiment dépressive à certains moments, elle a des changements de comportement très brutaux. Elle parle beaucoup de ses complexes physiques, de sa solitude qu'elle ressentait quand elle était en cours, et aussi de ses phases dépressives qui auraient fait qu'elle aurait quand même manqué plusieurs cours pendant des semaines. Elle parle de son manque de confiance en elle, de son manque de motivation, bref, de beaucoup de choses qui font dire qu'elle n'allait pas si bien que ça. Il y a d'ailleurs pas mal de commentaires de l'époque de gens qui lui auraient conseillé d'aller voir un spécialiste pour se faire aider, mais bon, finalement, en 2012, elle a fermé son blog. Bref, je vous laisserai vraiment aller voir de vous-même le blog parce que ça en dit quand même long sur sa personne et ça aide vraiment à cerner sa personnalité avant le drame. Mais bref, en janvier 2013, elle décide de faire un petit tour sur la côte ouest des États-Unis. Elle part toute seule et décide même de publier des photos d'elle et de son voyage sur les réseaux sociaux. Elle avait quand même planifié un grand voyage, elle souhaitait aller à San Diego, à Los Angeles, à Santa Cruz, San Francisco, bref, elle avait vraiment prévu quelque chose de grand. Son voyage va même plutôt bien commencer, elle va poster des photos d'elle dans un zoo à San Diego, mais bon, malheureusement pour elle, elle va croiser le chemin du Cecil Hotel le 26 janvier 2012 à Los Angeles. Alors, le Cecil Hotel, clairement on pourra faire toute une vidéo sur cet hôtel tellement il y a de choses à dire et tellement il y a d'histoires glauques qui se sont passées dedans. Je vous mets un petit timecode si vous voulez revenir tout de suite à l'histoire d'Elisa, mais je pense que c'est quand même important de parler de cet hôtel. L'hôtel, il a été construit en 1924. À la base, il était plutôt destiné aux hommes d'affaires apparemment. Jusque-là, tout va bien, mais c'est après la Grande Dépression que tout va changer, qu'une succession d'événements vraiment bizarres va arriver dans cet hôtel. Bon, préparez-vous, ça va être bizarre. 1934, Louis B. Borden, sergent de l'armée américaine, va se suicider dans sa chambre en se tranchant la gorge. 1937, deuxième suicide, toujours aussi glauque. Pendant que son compagnon dort tranquillement dans la chambre de l'hôtel, Grace Margot va sauter de la fenêtre de sa chambre. Et pour une raison qui m'échappe un petit peu, elle se serait enroulée des câbles téléphoniques de l'hôtel, ce qui fait que la chute va être arrêtée brutalement par les câbles de téléphone. Malheureusement, elle va succomber de ses blessures quelques heures après à l'hôpital. 1944. Attention, cette histoire elle est assez horrible, franchement je vous aurais prévenu. Encore une fois, pendant que son compagnon est en train de dormir, Dorothée Jean Purcell va tout simplement jeter leur enfant par la fenêtre. Voilà, c'est bon, c'est dit. Pour l'anecdote, elle sera jugée non coupable pour aliénation mentale. Bref, continuons un petit peu nos histoires. 1947, Elizabeth Short, victime très connue d'Alia Noir, va passer ses derniers jours à l'hôtel. 11 février 1962, Julia France-Moore se suicide en sautant de sa chambre du 8e étage, sans laisser aucune lettre derrière elle. La même année, Pauline Houghton va aussi sauter de la fenêtre de sa chambre après une violente dispute avec son mari. Et malheureusement, elle va atterrir sur Georges Giannini, un passant de 65 ans qui passait par là, le tuant sur le coup. Allez, un petit dernier pour la route. En 1964, Golgi Osgood est retrouvé violé et tué dans sa chambre. Le meurtre ne sera jamais résolu. L'hôtel aurait aussi accueilli plusieurs tueurs en série très connus comme Jack Unterweger ou encore Richard Ramirez, plus connu sous le nom du Night Stalker. Vous vous doutez bien qu'avec toutes ces histoires, l'hôtel est réputé pour être un des hôtels les plus hantés des États-Unis. En même temps, on peut pas leur en vouloir, c'est quand même vraiment bizarre qu'il y ait autant de trucs qui soient passés dans le même hôtel. Bref, revenons-en à l'histoire d'Elisa Lam. Déjà, il faut savoir que tous les jours pendant son voyage, elle avait appelé ses parents pour leur dire que tout allait
allait bien. Malheureusement, c'est le 30 janvier 2013 que les parents vont recevoir leur dernier appel car le 31, ils n'auront plus aucune nouvelle. Très vite, ses parents vont s'inquiéter et prévenir les autorités de la disparition d'Elisa. Malheureusement, la police ne va pas avoir beaucoup de pistes à explorer. Certains employés de l'hôtel l'auraient juste vu se promener le jour de sa disparition et un libraire l'aurait juste croisé en train d'acheter des souvenirs pour sa famille. Dans les limites de la légalité, les policiers vont fouiller de fond en comble l'hôtel avec leurs chiens, mais ça ne va donner aucun résultat. C'est le 6 janvier 2013 que l'affaire prend de l'ampleur et devient publique. Des avis de recherche vont être publiés partout et à tout le monde. Une semaine après, la fameuse vidéo de l'ascenseur est publiée. Ces images, elles ont été filmées par une caméra de surveillance se trouvant dans l'ascenseur du 14e étage de l'hôtel. Comme vous l'avez vu, elle a un comportement quand même très bizarre. Elle semble fuir quelque chose, elle semble paniquer, on ne sait pas trop, mais en tout cas, rien n'est dit dans cette vidéo où elle est. Ne vous inquiétez pas, on va décrypter un petit peu plus cette vidéo juste après la fin de l'enquête. Finalement, c'est après que les clients se soient plaints de l'odeur et de la couleur bizarre de l'eau du robinet que les employés de l'hôtel vont décider de vérifier les réservoirs d'eau situés sur le toit. C'est donc là qu'ils vont retrouver le corps sans vie d'Elisa Lam, totalement nue et qui se serait donc noyée dans un de ces réservoirs. Le 21 février, les autorités vont déclarer que sa mort serait due à un accident provoqué par ses troubles de bipolarité. Après une autopsie qui aurait prouvé qu'elle n'avait aucune substance de drogue dans le sang, les autorités vont mettre complètement fin à l'affaire en disant qu'elle serait morte pour cause indéterminée. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Car oui, en fait, notre seul vrai indice, c'est la caméra de surveillance qui a filmé Elisa Lam juste avant de mourir. Déjà, il faut savoir que cette vidéo, elle a fait un buzz monstrueux. Juste après sa publication sur le site chinois Youku, elle a suscité plus de 3 millions de vues et 40 000 commentaires en seulement 10 jours. Alors allez, c'est parti pour le décryptage de cette vidéo. Alors comme on peut le voir au début de la vidéo, on voit Elisa rentrer dans l'ascenseur, puis ensuite se rapprocher très près des boutons. Alors il faut savoir que Elisa, elle portait des lunettes constamment. Alors là, dans cette vidéo, elle n'en porte pas, donc ça peut expliquer le fait qu'elle se rapproche autant des boutons parce qu'elle ne voit rien en fait. Bon après, par contre, elle appuie sur plein de boutons en même temps et franchement, je comprends pas pourquoi. Ça, il n'y a pas vraiment de raison. Après ça, elle va sortir de l'ascenseur et regarder à droite et à gauche de manière très furtive. Et là, comme ça, juste en regardant les images, c'est vrai qu'on dirait quand même qu'elle essaye d'échapper à quelqu'un. Après ça, elle va re-rentrer, appuyer sur les boutons, puis ressortir, faire des mouvements un petit peu bizarres avec sa bras. Bon là, il n'y a aucune explication, c'est juste bizarre. Pendant tout ce temps, les portes restent ouvertes. Mais finalement, Elisa va ressortir et là, les portes vont se refermer et l'ascenseur va repartir et s'arrêter à tous les étages qu'elle avait appuyés. Bon, déjà, il faut savoir que la vidéo, elle est accélérée à 33%. Ce qui rend son comportement encore plus flippant parce qu'il est accéléré alors qu'à vitesse normale, ça l'est déjà un peu moins. Le mystère de la porte ouverte. Première grosse interrogation, beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi les portes étaient restées ouvertes si longtemps. Parce que c'est vrai, en regardant comme ça, c'est quand même bizarre qu'elles ne se referment jamais les portes, à part à la fin où l'ascenseur repart. Après cet incident, des tests ont été effectués sur l'ascenseur et il se serait révélé qu'en fait il y avait un laps de temps de 1 minute 54 qui pouvait s'écouler entre deux fermetures de portes. De plus, on peut voir Elisa taper sur un peu tous les boutons et notamment vers la gauche. Et comme on peut le voir sur cette photo, le bouton Hold Door se trouve bien sur la gauche. Bouton permettant donc de maintenir les portes ouvertes et on voit qu'elle appuie plusieurs fois sur ce bouton, ce qui expliquerait donc que la porte ne se referme jamais. Aussi, il faut savoir qu'apparemment la vidéo aurait été montée et cutée. Pour quelle raison par contre, ça on l'ignore complètement. On ne sait pas si c'est pour cacher des preuves, cacher des choses, cacher quelqu'un qui était là, bref, là c'est de la théorie, on n'en sait rien. Mais bon, tout ça, ça expliquerait pourquoi on voit la porte rester ouverte si longtemps. Le mystère du troisième pied. Beaucoup de personnes ont cru apercevoir un troisième pied à ce moment-là précis. Ce troisième pied serait donc celui de quelqu'un qui serait avec elle, elle ne serait donc pas toute seule. Bon, clairement, là je pense que c'est juste le pied d'Elisa ou alors c'est son ombre. De plus, on peut voir à ce moment-là, par exemple, que l'orientation de son pied ne correspond pas forcément à sa posture. Donc bon, je pense que là c'est vraiment juste son pied. Même si oui, il est orienté d'une manière un peu bizarre. Mais bon, tout ça accumulé, ça a fait que les gens se sont affolés après la diffusion de cette vidéo. Des théories folles sont même nées, vous allez voir. Apparemment, ce serait peut-être l'œuvre du gouvernement qui aurait essayé une expérience permettant de manipuler le cerveau, ou encore ce serait un complot des francs-maçons. Mais ce n'est pas tout, des liens auraient été faits entre Elisa et des multinationales américaines. Beaucoup ont dit que le scénario de sa mort avait beaucoup de ressemblances avec le film Darkwater aussi. Bon après bien sûr, possession démoniaque, elle serait peut-être hantée par l'hôtel lui-même. Bref, il y a vraiment beaucoup de théories sur ce qui s'est passé. Et c'est quand même vrai qu'en dehors de cette vidéo, il y a beaucoup de questions qui se posent. Comment Elisa a pu accéder au toit alors que toutes les portes du 15e étage étaient fermées à clé et que si on les forçait, une alarme devait sonner? Comment a-t-elle fait pour grimper sur le réservoir alors que celui-ci fait quand même 4 mètres de haut et que Elisa elle fait 1,52 m seulement et qu'elle n'a pas utilisé d'échelle? Comment a-t-elle fait pour soulever le couvercle du réservoir super lourd et le remettre ensuite quand elle était à l'intérieur? Pourquoi s'est-elle retrouvée nue aussi dans le réservoir? Était-ce un meurtre? Un suicide? Pourquoi les chiens qui ont pourtant inspecté le toit plusieurs fois n'ont jamais rien senti? Beaucoup de questions et malheureusement pas beaucoup de réponses. Mais bon, il y a quand même des petits éléments. Au 14e étage, là où s'est passée la vidéo, il y a un escalier qui donne accès au 15e étage. Et au 15e étage, il se trouve bien une porte qui est fermée
fermée à clé et qui donne accès au toit. Apparemment, beaucoup de personnes auraient remarqué une fenêtre qui donne sur le toit. Il est donc possible de grimper sur le toit via l'échelle, même si elle est à 60 mètres de haut et qu'il faut clairement pas avoir le vertige. Et du coup, ça conforterait un petit peu l'idée du suicide parce que ça serait quand même compliqué de porter quelqu'un sur une échelle. Selon le docteur Drew Ramsey, psychiatre à l'université de Columbia, le comportement serait en fait typique d'une crise psychotique. Une crise psychotique amène souvent à un comportement très paranoïaque. Et clairement, c'est le comportement qu'elle a dans l'ascenseur. Elle essaie de se cacher de je ne sais trop quoi et elle essaye de se mettre dans un endroit le plus renfermé possible, ici l'ascenseur. Selon le docteur, ça n'aurait pas été suffisant, donc elle aurait essayé de se cacher encore mieux sur le toit et c'est là qu'elle aurait vu les réservoirs d'eau, qu'elle aurait grimpé dessus et qu'elle aurait essayé de se faufiler dedans. Malheureusement pour elle, une fois dedans, elle n'aurait pas réussi à s'en sortir parce qu'en fait c'est beaucoup trop compliqué, donc elle aurait essayé de se déshabiller pour être la plus légère possible, de peut-être faire une corde avec ses vêtements pour essayer de s'en sortir, mais malheureusement elle n'aurait jamais réussi. Malheureusement on ne saura jamais vraiment les circonstances de sa mort. Jusqu'à ce jour, rien n'explique clairement ce qui s'est vraiment passé. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette histoire. Franchement, c'est super glauque, c'est super triste, c'est vraiment la totale. Mais clairement, regardez cette vidéo tard le soir, franchement, moi ça m'a toujours fait flipper. Franchement, j'ai raconté qu'une petite partie de l'histoire. Franchement, il y a encore beaucoup de choses à savoir, donc je vous incite vraiment à vous renseigner et à aller voir si vous voulez en savoir plus. Je vous mets tous les liens dans la description, toutes les sources pour que vous puissiez en savoir plus. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager, ça nous fera vraiment plaisir. Ne vous inquiétez pas, dès qu'on pourra refaire des vidéos à deux, on va reprendre les critiques des Sky Games et encore plein d'autres concepts. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!